ou plutôt d'un antagoniste de l'enzyme de conversion. Donc, en même temps, je vais vous donner un petit peu les nouvelles recommandations dans le traitement de l'hypertension artérielle. Alors, vous savez très bien que l'hypertension artérielle est un qui touche une bonne partie dans le monde. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu multiples recommandations. Donc, vous voyez bien que depuis bien longtemps, les recommandations changent pratiquement toutes les années. Le SCSH en 2013, GNC 8 2014, l'American Society en 2017, le SC encore, elle a repris en 2018, NICE, l'anglaise, 2019, Japanese en 2019, et maintenant les dernières recommandations, ce sont les recommandations de l'International Society of Hypertension, le 6 mai 2020. Pourquoi en fait il y a cet tel intérêt? Alors, vous voyez bien que la Circulation Disease a publié qu'il y a pratiquement 1,39 billion de personnes qui sont hypertendues en 2010. Ça veut dire que maintenant en 2020, ce chiffre, c'est sûr qu'il va augmenter. Et donc, ils ont fait un peu la part de deux choses. La part des personnes qui ont un niveau de revenu élevé, high income, 349 millions, et une bonne part qui ont un revenu limité ou moyen, donc pratiquement 1 billion et quelques qui ont donc un billion d'hypertension artérielle. Donc, et la société ou l'International Society of Hypertension a tenu compte de ces deux milieux, a donné des recommandations selon que le niveau est élevé ou le niveau est moyen ou faible. Donc, les missions, bien sûr, pour réduire la charge globale de l'hypertension, faciliter, simplifier la prise en charge de l'hypertension artérielle. Donc, ils ont donné des directives publiées et adaptées selon les normes de soins. Vous allez voir, il y a les normes de soins essentielles, limited et moyen income, ou les normes de soins optimales pour les high income, c'est-à-dire revenus élevés. Vous allez les voir sous forme d'un encadré vert pour l'essentiel, pour les bleus. Les questions pratiques, il faut bien sûr diagnostiquer l'hypertension, le bilan selon qu'on est dans l'essentiel optimal, les mesures non pharmacologiques, le début du traitement, quel choix du traitement et quelles sont les étapes, l'objectif du traitement et quand consulter un spécialiste et certaines formes. Tout d'abord, je tiens à préciser que les conditions de mesure de la pression artérielle est très importante. J'ai aimé cette image de la Société québécoise de l'hypertension artérielle, où on décrit vraiment les positions. Il faut que le patient soit. Donc, d'abord, quel est le meilleur moment? Il faut que le patient, donc n'ayant pas mangé donc au moins 2 heures, plutôt donc ayant mangé 2 heures ou plus, pas de médicaments auparavant, après qu'il soit parti aux toilettes, après 5 minutes de repos, ne pas consommer de tabac, de café ou même de chocolat dans l'heure avant la mesure de la pression, ne pas faire d'exercice dans les 30 minutes avant la mesure. Et comment il faut que le patient soit assis? Il faut qu'il soit assis avec le dos bien appuyé, donc ils insistent sur ça, dégager et soutenir le bras sur une table, un brassard de taille adaptée, placé au milieu du brassard à la hauteur du cœur, placer le bord inférieur du brassard un pouce au-dessus du coude, ne pas parler, ne pas bouger pendant la mesure et décroiser les jambes, ça on oublie de le dire, et surtout poser les pieds à plat sur le sol. Ce sont des éléments importants pour que la mesure de la pression soit valide. Alors, de ce qu'on vient de dire, les conditions, c'est très important. Donc, la position assise, la position du corps et ne pas parler. Et puis, les devices. Les devices, donc, il y a un site pour valider
pour être sûr que le matériel que vous utilisez est validé, c'est le street.org, je vais vous le montrer. Et puis, le protocole de l'examen, c'est-à-dire quand on prend une mesure de la pression artérielle, il faut la prendre 3 fois et on ne tient pas compte de la première mesure, mais par contre, on va faire la moyenne, l'average de la deuxième et la troisième mesure. Et pour parler d'hypertension artérielle, il faut qu'il y ait au moins 2 à 3 consultations. Donc, le site est celui-là, Stride BP, là, effectivement, pour valider l'appareillage que vous avez acheté ou vous voulez acheter pour que vous puissiez prendre une bonne mesure de la pression artérielle. Alors, les définitions de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'ISH nous a donné? Il y a 2 choses importantes à retenir. La première des choses, c'est que pour parler d'hypertension, il faut que le chiffre soit supérieur ou égal à 140/90. Donc là, c'est clair. Auparavant, il y avait encore des amalgames. Maintenant, pour parler d'hypertension, il faut que les chiffres soient supérieurs à 140/90. Deuxième élément dans la définition de l'hypertension artérielle, c'est qu'on a simplifié. On n'a que 2 grades, un grade 1 et un grade E. Le grade 1, c'est entre 140, 160 et 90, 100. Et le grade 2, c'est au-delà de 160 et au-delà de 100. Donc, c'est très simple par rapport aux autres classifications de l'hypertension. Donc, on parle effectivement de normal quand c'est inférieur à 130 et 85 et un normal haute entre 130, 140, 85, 90. Donc, les autres moyens de mesure de la pression artérielle, en dehors de l'office, il y a la MAPA ou l'HBPM, c'est-à-dire l'automesure. Donc, l'automesure, donc je vais en parler, il faut que la moyenne des mesures soit supérieure à 135 et ou 85 pour parler d'hypertension. Donc, les chiffres sont par rapport au cabinet. Et puis, la MAPA, donc, c'est pour les 24 heures, c'est 130, supérieur à 130, supérieur à 80, et pour la journée, 135, 85, et la nuit, supérieur à 120, 70. Et le bilan, selon qu'on ait donc un niveau élevé, pour le diagnostic, donc il faut bien sûr poser les questions, les antécédents de la tension, facteurs de risque, des comorbidités, des symptômes, l'examen physique du vaisseau, des autres systèmes, et le bilan biologique, vous voyez bien, c'est le strict minimum de l'OMS, c'est avec de la clairance, le LabStix, les lipides et la glycémie agent. Et le CG de 12 dérivations, surtout pour détecter une FA ou une hypertrophie. Alors, optimal, c'est-à-dire on peut ajouter d'autres examens, donc en biochimie, comme l'acide urique, par exemple, numération, TSH, et on peut aussi aller vers l'imagerie cardiaque, rénale, cérébrale, dans certaines situations. La recherche l'atteinte des organes donc, on se contente, si on n'a pas les moyens, de la créatinine avec le bilan, avec la clairance, le LabStix et le CG. Pour l'optimal, si on peut, donc on a des moyens, bien sûr, il faut aller chercher au niveau du cerveau, des yeux, du cœur, des reins et des artères. Là aussi, quand vous voyez, comme la tension donc, a été gradée uniquement en 2, même le risque cardiovasculaire a été simplifié. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce tableau? Ce qu'il faut retenir que les personnes qui n'ont pas de facteurs de risque, non facteurs de risque, mais qui ont une tension artérielle élevée, plus de 160 et plus de 100, ils sont déjà à modéré, voire même au risque. Donc, il faut faire attention. Quand les chiffres sont élevés, même si la personne n'a pas de facteur de risque, il est à haut risque. Autre chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que quand la tension est normale haute, il est à haut risque s'il y a une atteinte des organes cibles ou s'il y a un diabète, s'il y a une atteinte grade 3 ou s'il y a une maladie cardiovasculaire bien connue. Donc, au total, il faut évaluer, apprécier le niveau de la tension, évaluer les facteurs de risque,
rechercher d'éventuelles lésions d'organes cibles pour estimer le risque cardiovasculaire du patient. Là, maintenant, on arrive au vif du sujet, comment traiter? D'abord, l'hygiène de vie, ça c'est clair, on le sait tous. Il faut réduire l'ajout du sel à table, éviter la consommation d'aliments riches en sel, manger une alimentation riche en fruits, en légumes, les graisses polyinsaturées et les produits laitiers, réduire les aliments riches en saturés, augmenter la consommation de légumes riches en nitrates, comme les feuillus, les légumes et les betteraves, les nutriments riches en magnésium, le calcium, le potassium, etc. Toujours, là aussi, il faut diminuer aux consommations modérées même les boissons sel, comme le café, le thé noir, le thé vert ou noir, l'hibiscus, sevrage tabagique, diminuer le poids, pratiquer régulièrement l'activité sportive, au moins 30 minutes, 5 à 7 fois par semaine, réduisez le stress et, si c'est possible, réduisez l'exposition à la pollution de l'air et au froid. Les médicaments, quels médicaments proposer? Donc voilà ce que propose l'ISH. Elle propose que d'abord, la vie, c'est pour tout le monde. Et premier cas de figure, c'est qu'on est 160 99. Donc, on peut commencer le traitement si le patient est à risque, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il a des chiffres bas, mais s'il est à haut risque. On a perdu le son, professeur Huppel. On vous entend plus. Le patient. Alors, un élément important, vous voyez bien ici en bas, pour l'essentiel, on dit que si on n'arrive pas à arriver à la cible, au moins, diminuer de 20 mm de systolique et 10 systolique. Idéalement, bien sûr, il faut arriver à moins de 140-90. L'optimal, par contre, on est un peu plus pour les sujets de moins de 65 ans, il faut à moins de 130-80 et si c'est toléré, jusqu'à 120. Et pour les sujets de plus de 65 ans, il faut être un peu plus tolérant et on optimise pour arriver à 140-90 mm de mercure. Maintenant, quel médicament? Le choix. Donc, je vais revenir tout à l'heure pour l'essentiel, mais pour l'optimal, ce qui nous intéresse quand même, on est un CHU, il faut optimiser le traitement. Première des choses qu'il recommande, le step one, c'est-à-dire on démarre par l'association un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou ARA2 associé avec un inhibiteur calcique. Donc, c'est plus comme auparavant, je vais revenir sur ça. Donc, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les antagonistes de l'enzyme de l'angiotensine 2 associés avec un inhibiteur calcique en première intention. Et vous voyez bien, c'est à faible dose. Donc, on commence d'emblée une bithérapie à faible dose. Maintenant, si cette bithérapie à faible dose, donc maximum 3 mois, c'est-à-dire entre 1 mois, 3 mois, si on n'a pas de résultat, on augmente à la dose pleine, full dose. Mais toujours on garde cette association inhibiteur calcique avec un antagoniste ou un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un ARA2. Step 3, on ajoute le diurétique. Vous voyez bien que le diurétique a été un petit peu dégradé. Il n'est débuté au stade 3. On va revenir sur le diurétique. Quel diurétique? Et le step 4, attention à la résistance, on peut ajouter de spironolactone. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est très important pour démarrer par une bithérapie faible dose associant un inhibiteur calcique avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion, un ARA2, faible dose. On augmente la dose pleine, puis diurétique en troisième intention et la spironolactone
après. Alors, pour l'essentiel, donc ils disent que donc, si on est dans un milieu où on n'a pas les moyens, on peut démarrer par n'importe quel médicament qu'on a en possession. Donc, et on peut utiliser, si on arrive à avoir des médicaments qui sont combinés, c'est bien. Si on n'arrive pas, on peut donner les associations qui sont libres. Alors, je n'ai pas parlé, vous avez vu que des inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Maintenant, pour les bêta-bloquants. Oui, ils ont toujours de la place. Chez qui? Chez les personnes qui ont une indication spécifique, notamment une fibrillation atriale, une insuffisance cardiaque, un post-infarctus, ou un autre élément qu'on oublie chez les sujets jeunes qui sont très stressés, encore plus chez les femmes qui planifient d'avoir une grossesse. Donc, les jeunes femmes qui planifient une grossesse. Donc, les bêta-bloquants ont bien ici leur place. Donc, je résume. Pour l'essentiel, les médicaments disponibles, on peut les utiliser et se concentrer pour diminuer la tension artérielle, au moins plus de 20 et 10 mm de mercure. Et si on peut arriver à 240-90, c'est excellent. Pour l'optimal, donc, il faut optimiser le traitement. On commence par la faible dose inhibiteur calcique avec agoniste des récepteurs de l'enzyme de conversion ou les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Puis, on passe à la dose complète et puis, on ajoute les diurétiques et en dernier lieu, on ajoute le spironolactone. D'autres combinaisons, je vais en parler tout à l'heure, des sous-groupes particuliers. Les associations fixes, donc dans la mesure du possible, les diurétiques de type thiazidique-like. Là, effectivement, ils insistent les recommandations si on peut utiliser les thiazidique-like type Fludex qu'on a ici au Maroc. Et si on n'a pas effectivement ce thiazidique-like, on peut utiliser les autres thiazidiques. Quel seuil? Donc, le traitement on démarre pour toute personne au-delà de 140-90 et plus de 160-100 pour les sujets âgés et fragiles. Donc, arriver pour les sujets de moins de 65 ans à 130-80, les sujets de plus de 65 ans, 190. Pour les autres, si on n'arrive pas, au moins diminuer la tension artérielle de 20 et de 10 mm de mercure. Les médicaments qui peuvent augmenter la tension artérielle, tels que les AINS non sélectifs, la contraception, les médicaments antidépresseurs, et on a pas mal dans la consultation. Donc, quand on fait l'interrogatoire, on trouve qu'ils prennent ce genre de médicaments. L'acétaminophène, le thiénol qui est utilisé fréquemment, c'est vrai que de façon prolongée. L'effet du traitement antirétroviral pas très clair, mais certains études disent que ça augmente les chiffres tensionnels. Et il y a certaines données de certaines herbes qui peuvent augmenter les chiffres tensionnels. Donc, il faut faire attention pour certains médicaments qui utilisent des herbes. La bithérapie d'emblée, pourquoi? C'est vrai que ça, c'est les recommandations de 2018. D'emblée, il disait qu'il fallait donner une bithérapie, soit un IEC ou ARA2, inhibiteur calcique ou diurétique. Et puis, déjà aux deuxième étape, on ajoute les diurétiques. Donc, vous voyez bien que la bithérapie est déjà dans les recommandations anciennes. Mais pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre l'ISH 2020 et l'ESH en 2018? La première différence, c'est qu'il ne faut pas démarrer d'emblée à pleine dose. Deuxième différence, c'est préférer l'association inhibiteur calcique avec un IEC ou un ARA2 en première intention. Donc, cet article de Francia, qui est le pape de la tension artérielle, donc a publié en 2020 en disant que, heureusement, que finalement, l'ISH a compris que les Européens ont fait une erreur de démarrer d'emblée par de fortes doses. Donc, il faut démarrer par de faibles doses et augmenter progressivement avant d'arriver à la triple thérapie.
Maintenant, la deuxième question, pourquoi association IEC-ORA2 avec un inhibiteur calcique? Alors, cette étude Accomplish qui a été faite en 2008 et qui a été faite sur plus de 11 000 patients, qui a donc à comparer bénazepril avec l'amlodipine et bénazepril avec l'hydrochlorothiazide. Bénazepril est sous forme de cibacène. Donc, ils ont remarqué que au niveau tensionnel, il n'y a aucune différence entre bénazepril amlodipine et bénazepril hydrochlorothiazide. Donc, systole et diastole, c'est la même chose. La différence, où est-ce qu'elle réside? C'est au niveau des critères de jugement. Donc, de jugement composite, donc vous voyez qu'il y a une différence nette entre l'association où il y a les inhibiteurs calciques par rapport à l'association où il y a les diurétiques, donc au profit des inhibiteurs calciques. Deuxième, enfin les autres éléments individuels, vous voyez bien que la mortalité cardiovasculaire est nettement, l'infarctus du myocarde est diminuée, la revascularisation est diminuée, donc de façon très significative. Donc ça se voit ici sur ce schéma, le total des événements mortalité est nettement diminuée en faveur d'un IEC avec un inhibiteur calcique par rapport à un IEC avec l'hydrochlorothiazide. Et aussi pour d'autres critères, les critères, ils appellent durs, c'est-à-dire décès cardiovasculaire, infarctus ou AVC, non fatal, donc c'est bénéfique pour l'association IEC inhibiteur calcique. Donc, et voilà, donc ça montre qu'il y a une réduction de plus de 20%. Donc voilà la conclusion de l'étude Accomplish. La combinaison thérapeutique a été réalisée chez plus de 11 000 patients. Après une durée moyenne de 39 mois, l'étude a été arrêtée en raison d'une efficacité et que l'association IEC inhibiteur calcique étant supérieure à l'association IEC diurétique avec une diminution morbimortalité de plus de 20%. Il y a d'autres études, bon c'est vrai à moindre échelle, mais qui confirment l'efficacité de l'association amlodipine-lisinopril avec cette avec cette combinaison fixe qui montre effectivement quand on donne l'amlodipine toute seule, donc c'est vrai il y a une diminution de la tension, et quand on diminue quand on donne les inopril tout seul, il y a une diminution, mais quand on donne cette association, il y a une meilleure réponse thérapeutique. Donc, cette étude ALFES, donc l'association, les inopril amlodipine est efficace chez 92% des patients. Et ce qui est important aussi, vous allez le remarquer vous-même, c'est que quand on associe l'amlodipine avec un IEC, les œdèmes diminuent. Et comme vous le savez tous, l'amlodipine donne ces œdèmes des membres inférieurs comme effet secondaire. Cette association diminue cet œdème. Alors, je vais parler maintenant de certaines formes particulières. Je vais parler de l'HTA résistante. Donc, on parle d'HTA résistante au cabinet quand elle dépasse 140-90 avec au moins 3 antihypertenseurs à dose pleine tolérée, bien sûr, y compris un diurétique. Il faut exclure l'hypertension pseudo-résistante, les blouses blanches, la non-observance du traitement, les mesures incorrectes de la tension artérielle et les erreurs dans le traitement antihypertenseur ou prise des substances qui peuvent augmenter la tension artérielle. Alors, il faut penser à référer ces patients spécialisés. C'est vrai que il faut toujours chercher une cause secondaire et bon, le spécialiste, bien sûr, il va essayer de régulariser la tension en ajoutant un 4e antihypertenseur et voire même la spironolactone si la fonction rénale le permet, c'est-à-dire un débit de filtration plus de 45 ml par minute et si la kaliémie est moins de 4,5. On peut aussi donner des bêta-bloquants dans certaines situations ou on peut donner même d'autres médicaments comme les agents centraux ou les alpha-bloquants. Les HTA secondaires, il faut y penser si l'hypertension d'apparaître précocement à un âge jeune, hypertension résistante d'apparition récente, les urgences hypertensives ou des signes cliniques orientant vers une hypertension secondaire. Donc, c'est un autre sujet. L'HTA et grossesse, là aussi, je vais dire un petit mot parce qu'il y a du nouveau. Bon, comme vous savez, il y a plusieurs HTA et grossesse, l'hypertension préexistante,
ou la tension en cours de la grossesse gestationnelle, la prééclampsie, l'éclampsie ou carrément un HELP syndrome. Donc, elle affecte entre 5 et 10% des grossesses dans le monde. Le risque maternel, c'est le décollement placentaire, les accidents vasculaires cérébraux et le risque au long cours pour la malade concernant les maladies cardiovasculaires, mais aussi les risques fœtaux et néonatales, qui sont la diminution de la croissance fœtale, l'accouchement avant terme et l'augmentation de la morbimortalité. Le bilan, la même chose, donc ils ont donné une différence entre l'essentiel et l'optimal. Pour l'essentiel, au moins analyse des urines, c'est-à-dire à la recherche de protéines, l'abstix, numération, enzymes hépatiques, acide urique et créatinine, protéinurie au début ou au second trimestre de la grossesse. L'optimal, il faut aller plus loin avec l'échographie des reins, échographie des artères utérines, c'est important. Donc, la prévention des prééclampsies, donc là, ils sont tous d'accord pour donner de l'aspirine entre 75 et 160 mg par jour. Ajouter du calcium péros 1,5 à 2 grammes par jour en cas de faible apport. Et quand est-ce que ce risque est élevé? Il est élevé si la première grossesse apparaît à l'âge de 40 ans chez la maman. L'intervalle de grossesse supérieur à 10 ans entre les grossesses. Quand la patiente est obèse avec un IMC supérieur à 30. L'hypertension chronique, diabète ou maladie rénale chronique ou maladie auto-immune, ou quand il y a des antécédents dans les grossesses ou antécédents familiaux de prééclampsie. Comment on traite ces HTA à grossesse? Initier le traitement si la tension est supérieure à 150-95 chez toutes les femmes enceintes et supérieure à 140-90 en cas d'hypertension gestationnelle ou atteinte des organes cibles. Quel traitement on peut donner? L'alpha-méthyldopa, les bêta-bloquants ou les inhibiteurs calciques non hydropyridiniques. Si la tension 10 de systolique et 110 de diastolique, c'est une urgence, hospitalisée, initiée par le labetalol comme on n'a pas, donc l'alternative c'est le loxène ou méthyldopa par voie orale ou les inhibiteurs calciques dihydropyridine, magnésium, et si un OAP, ajouter les dérivés nitrés en IV. Donc l'accouchement en cas d'HTA gestationnel au pré à 37 semaines, s'il n'y a pas de symptômes bien sûr, mais accélère l'accouchement chez les femmes atteintes de prééclampsie avec troubles visuels ou hémostatiques ou syndromales. En postpartum, bien sûr, il faut ajuster le mode de vie et contrôler la tension artérielle. Dernière question, pourquoi une association? Donc la même chose, donc l'OMS a ajouté que l'association fixe doit être un médicament dans la liste, donc doit être la liste des médicaments, parce que effectivement cette combinaison rend la chose beaucoup plus pratique, beaucoup plus tolérante, effective et aussi très utile pour contrôler les chiffres tensionnels. Donc je vais rapporter un petit peu l'étude TIPS qui était publiée donc en 2020 à l'American Society of Cardiology. Et cette pile, c'est vrai qu'elle comprenait les statines, les médicaments de la tension, l'aspirine pour réduire la maladie cardiovasculaire. Donc, il y avait plus de pratiquement 5700 patients qui ont été randomisés et suivis sur 4 ans et demi. La pression artérielle systolique était vraiment bénéfique, d'environ diminution de 5 mm de mercure avec la polipile. Donc, voilà les outcomes concernant le décès cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, les AVC, l'arrêt cardiaque, donc et les outcomes secondaires, les décès cardiovasculaires toutes causes. Et donc les résultats sont comme suit. C'est vrai que vous voyez que la systolique avec la polipile pour la systolique, la diastolique, la fréquence cardiaque et le LDL parce que effectivement il y a des statines. Et les événements, vous voyez bien qu'ils ont nettement diminué avec une différence statistiquement significative avec la polipile. Donc pour le premier événement
ou pour la récurrence ou la récidive des événements. Donc, voyez bien que la polypile ou au moins un médicament où il y a une association de médicaments pour traiter le plus grand nombre de façon globale, et puis laisser le médecin faire ultérieurement sa sélection. Alors, qu'est-ce qu'on peut résumer sur le traitement de l'hypertension artérielle? D'abord, pour dire que je vais parler de l'essentiel, puis après je vais parler de l'optimal. Pour tout le monde, il faut l'hygiène de vie. Fumer, exercice physique, diminuer le poids, diminuer le sel, et puis la deuxième, quand il y a une hypertension artérielle grade 1, c'est à 140 et 160, on commence le traitement s'il y a une atteinte du risque cardiovasculaire. Sinon, donc, on peut rester avec l'hygiène de vie pour commencer les médicaments. Donc, et toujours par une bithérapie, je vais revenir. Et la bithérapie, donc, doit être de base, sauf, il y a un bémol, on peut démarrer un seul médicament pour les patients qui sont âgés de plus de 80 ans, oui, qui sont fragiles, euh, plutôt. Autre chose, un élément dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais je vais en parler tout de suite. La part entre les sujets de race noire et qui ne sont pas de race noire. Les sujets qui ne sont pas de race noire, bien sûr, ils préconisent, on dit tout à l'heure, ou ARA2 associé avec l'inhibiteur calcique. On commence par faible dose, puis on augmente à forte dose et les diurétiques ou thiazidiques après, et puis on ajoute le spironolactone ou les bêta-glucans s'il y a une indication. Maintenant, ils ont fait un projet de race noire. Pourquoi? Ils ont remarqué qu'ils font beaucoup plus d'effets secondaires avec les IEC. C'est pour ça qu'ils préconisent de démarrer par les antagonistes des récepteurs de l'angiotensin de conversion avec un inhibiteur calcique. Ou une autre alternative, c'est qu'ils peuvent démarrer l'inhibiteur calcique avec les diurétiques. Donc, d'abord à faible dose, et puis ajouter soit un diurétique s'il n'était pas un IEC ou un ARA s'il n'était pas dans la première prescription. Et puis, la même chose, spironolactone, bêta-glucan. Pour le donc, on a pratiqué l'hygiène de vie, c'est pour tout. Donc, élevé. Et sinon, donc, on se contente d'hygiène de vie au moins 3 à 6 mois. Pour grade 2, donc il faut commencer d'emblée par quand c'est 160 et le style de vie, bien entendu. Et la thérapeutique pour donc single pill, donc là ils insistent pour dire qu'il faut donner une association fixe et qu'on peut commencer une monothérapie pour les sujets de plus de 80 ans. Donc c'est la même chose pour les sujets de race noire ou de race blanche, mais sur quoi ils ont insisté aussi, c'est au niveau du monitoring. Pour le monitoring, il faut absolument, si on peut, il faut être moins de 130-80 et donc pour le sujet âgé, il faut un petit peu attentif. Donc, il faut monitorer dans les 3 mois, c'est-à-dire 1 ou 2 mois, maximum 3 mois, et chercher les effets secondaires et à long terme, et bien entendu, il faut retirer les patients si la tension n'est pas du tout équilibrée. Voilà, en conclusion, donc l'hypertension artérielle, on peut parler, c'est une pandémie qui est hors jusqu'à actuellement. La monothérapie doit être l'exception. La bithérapie doit être initiée dès le début du traitement. La bithérapie IEC et inhibiteur calcique est préférée de première intention. Il faut savoir et détecter les particularités des autres formes et leur traitement et penser aux associations fixes. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Bell, pour cette excellente présentation très didactique.
Alors, si parmi aux invités, est-ce qu'il y a des questions à poser à professeur Ebbal? Je vous laisse le temps d'écrire vos questions. Moi, j'ai quelques questions pour vous, professeur Ebbal. Ce sont des questions d'ordre pratique. La première Oui. question, maintenant, si on veut démarrer une seule monothérapie chez un patient qui est hypertendu, alors quels sont les éléments qui peuvent nous aider pour choisir entre un IEC ou un inhibiteur classique? Est-ce qu'il y a un profil de patient particulier qui peut nous permettre de faire la différence? Et une deuxième Oui. question, toujours dans le même sujet. Maintenant, si j'ai vu votre présentation et pour les recommandations. Deuxième après. D'accord, Alors, très bien. quand est-ce qu'on peut démarrer un IEC ou un inhibiteur calcique? C'est vrai qu'on l'aime bien pour les diabétiques, on aime bien pour les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires, mais ces patients sont déjà, en général, il faut d'emblée une bithérapie. D'accord? Maintenant, pour un inhibiteur calcique, c'est vrai que ils font bien baisser le tensionnel. D'ailleurs, ils baissent plus que les autres connus. Mais le problème des inhibiteurs calciques, c'est l'effet secondaire des œdèmes des membres inférieurs. Moi, personnellement, justement, d'après ces dernières recommandations, il vaut mieux préférer une association fixe, mais à faible dose. Donc, le maximum possible, si on peut. Sauf chez les sujets âgés, bien sûr. Donc là, chez les sujets âgés, aussi, c'est vrai que les inhibiteurs calciques sont bien. Les diurétiques, on les donne s'il y a risque d'AVC, donc ou si on peut les donner s'il y a un risque d'AVC, parce qu'ils ont montré quand même qu'ils ont une meilleure protection cérébrale. D'accord. Oui. Justement, j'ai vu la présentation et vous avez parlé des dernières recommandations et il favorise la bithérapie d'emblée. Est-ce que maintenant on démarre chez tous les patients une bithérapie d'emblée ou c'est selon les chiffres tensionnels? Alors, souvenez-vous du tableau mentionné qu'il y avait des risques, le risque cardiovasculaire. Donc, on démarre d'emblée quand le chiffre d'une bithérapie, les chiffres tensionnels dépassent 160 et 100. Ça, c'est d'emblée. Et on démarre l'association fixe des patients qui n'ont pas des chiffres élevés, c'est-à-dire la tension haute, c'est-à-dire entre 130 et 40, mais quand ils ont donc une atteinte des organes cibles ou quand ils ont des facteurs de risque qui sont élevés. Là, on démarre d'emblée par l'aide. Ce qui nous reste, c'est vraiment très peu. Mais la majorité de nos patients, c'est une association. J'ai une question de Dr Amouri Zaid. Donc, il vous remercie pour la présentation très concise et didactique. Et il demande la question, quelle thérapeutique pour les patients qui ont une insuffisance rénale chronique terminale et hypertendue? Donc, doit-on commencer par l'association ou préférer une autre classe thérapeutique? C'est un autre. Les patients qui sont en insuffisance rénale chronique en dialyse, ils sont mieux soulagés par la dialyse. C'est surtout les inhibiteurs calciques donnés. Mais quand le patient, je crois que ça ne pose pas de problème. On peut donner parce qu'ils vont être. Donc l'essentiel, c'est de faire baisser les chiffres tensionnels. Donc, sauf s'ils ne sont pas dialysés, c'est autre chose. Là, effectivement, il faut essayer de préserver ce qui reste au niveau des reins. D'accord, très bien. Moi aussi, j'ai une autre question qui est toujours un peu pratique, profitez un peu de votre expérience. Maintenant, pour les patients qui sont hypertendus, qui ne sont pas contrôlés, maintenant, est-ce qu'il faut augmenter la dose du premier médicament ou bien ajouter une autre classe thérapeutique et augmenter progressivement les doses des deux médicaments en même temps? J'ai pas. Est-ce que d'emblée, d'ailleurs, on démarre. C'est vrai que si les chiffres sont très élevés, il faut démarrer avec de bonnes doses. D'emblée. Si on donne une seule monothérapie à dose 180. Moi, c'est ce que dit l'OMS. Ça serait bien si on peut démarrer à faible dose. Si on a des chiffres d'emblée élevés et on sait pertinemment
que ces faibles doses ne vont pas agir. Il faut démarrer d'emblée avec de bonnes doses. D'accord. Donc, par exemple, si on a un patient qui est déjà enfin, qui vient d'être découvert hypertendu, avec une tension par exemple à 16, est-ce qu'on démarre par exemple amlodipine 10 mg d'emblée, ou bien on démarre par une association qui, par exemple, inhibiteur classique et diurétique avec des doses qui sont modérées? Ben, s'il est à 160, 100, je crois que on peut démarrer l'association à faible et puis on augmente progressivement. Bon, les doses. On augmente. Et l'essentiel, c'est ce que disent les recommandations. Il ne faut pas traîner. C'est-à-dire dans les 3 mois. Donc, on fait le premier contrôle à 1 mois. Et puis, effectivement, si on voit que ça baisse, on peut ajouter un contrôle, mais on ne dépasse pas 3 mois. Il faut vraiment ne pas trop prolonger cette. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre message de Dr. Charles? Donc, merci professeur pour la présentation. Il pose la question, est-ce que vous pensez qu'il faut traiter les patients hypertendus blouse blanche, HTA grade 2, par une bithérapie d'emblée, comme tout patient hypertendu? Alors, c'est une question qui était aussi pour ça, qui a été soulevée dans l'ISH. Les patients qui ont un effet blouse blanche, mais avec des facteurs de risque et qui ont un risque élevé, il faut démarrer le traitement. Parce que développer tôt ou tard la tension. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, pas de retentissement, il n'y a pas d'antécédent, je crois qu'il faut surveiller ces patients. Ça d'une part. Et d'autre part, il y a la notion de, donc, notion de stress. Donc, il y a certains médicaments, comme des bêta-bloquants. C'est vrai que ils peuvent être utilisés dans certaines conditions, mais si le patient il faut faire d'abord, une MAPA, et si les conditions, il n'y a pas d'éléments pour une tension artérielle, non, on ne démarre pas. D'accord, très bien. J'ai une autre question qui est toujours, enfin, qui suit l'actualité, des dernières recommandations. Alors, vous avez parlé des HTA résistantes. Donc, on a reçu beaucoup de patients qui ont de fausses HTA résistantes. Vous avez bien fait de souligner ça. Et les dernières recommandations parlent essentiellement du traitement médicamenteux, en parlant du spironolactone et des bêta-bloquants et autre chose. Mais est-ce que vous pensez, professeur, qu'il y a toujours une place pour la dénervation rénale, c'est-à-dire pour tous les traitements non médicamenteux? Oui, c'est une question d'actualité et aussi parce qu'à un certain temps, ils ont fermé le dossier pour dire qu'il n'y a pas d'effet. Maintenant, ils commencent à revenir à cette notion en disant, oui, on n'avait pas beaucoup d'expérience, etc. Mais jusqu'à ce jour, elle ne figure pas dans le traitement des résistances, de l'HTA résistante. D'accord. On a une autre question. Abbas Zain. Donc, je vous remercie aussi. Il a une question sur la durée. Sur quelle durée peut-on vérifier l'efficacité thérapeutique de nos médicaments après avoir les initiés? Oui, j'ai déjà posé cette question en disant, le minimum, c'est 1 mois. On peut permettre de dire au bout de 10 jours qu'on est efficace ou pas efficace. D'accord. Donc, il faut se donner. Oui, on vous entend, oui, professeur. Le minimum, c'est 1 mois. Donc, il faut se donner 1 mois pour le médicament pour dire est-ce qu'on est efficace ou pas efficace. Maintenant, si au bout d'1 mois, il n'y a pas de changement, il faut augmenter d'emblée. Et si vous voyez qu'il y a un changement, on peut se donner encore un autre mois. Et puis, au bout de 3 mois, il faut changer obligatoirement si on n'arrive pas à la cible qu'on souhaite. C'est pas une question comme le dit professeur Mohawi, donc nous remercie il vous remercie vous, professeur Bell et moi pour les actions pour la formation continue. Donc on le remercie pour son message. Merci professeur Mohawi. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi je vous remercie professeur Bell pour cette présentation très intéressante, très didactique. Je remercie nos collaborateurs
le groupe Technimed pour son soutien dans la formation continue. S'il n'y a S'il pas veut d'autres prendre la questions, parole, je vous laisse la parole, professeur Eban. merci, Euh, Si Salim. Donc, je Bonjour. donne la parole à Technimed. Oui, je veux bien. Donc, je suis Samia, lycéenne. Je suis chef de produit dans les laboratoires Technimed. Je vous remercie énormément, professeur Rebel, pour cette présentation, en effet, qui est très didactique et qui est très intéressante, même pour nous, en tant que laboratoire. Et je remercie aussi, donc, docteur Salim Aros pour votre super gestion de ce webinaire et de nous avoir aussi donné l'occasion d'être vos partenaires pour ce webinaire. Et j'espère que ça sera donc que le premier pas de notre collaboration future et sur la formation continue. Merci. Ben, merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je crois que on peut clore. Il n'y a plus d'autres questions, Salim? Non, il n'y a plus d'autres questions, madame. Ben, mon tour de vous remercier, de remercier donc à écouter ce webinaire. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.